Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à notre 21e balado Des femmes comme vous. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui va vraiment vous interpeller, vous intéresser du moins, tout dépendamment où est-ce que vous êtes rendu. On va parler de retraite, de préparation à la retraite. Et je suis certaine de vous dire, on va parler de finances, puis on va parler de l'aspect financier. Non, 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 on va parler de d'autres choses dans la préparation de la retraite avec nos deux invités. Et avant que je vous les présente, je voulais juste que vous réfléchissiez, qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on parle de retraite, quand on évoque le mot retraite? Il y en a qui le sont déjà, il y en a qui vont l'être bientôt, d'autres que c'est très loin dans leur vie, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que ça évoque? De l'inquiétude? Ça évoque du plaisir? Enfin, la retraite? Je pense que ça évoque... 55. On parlait de liberté 55 avant, mais... Aujourd'hui, c'est peut-être plus la même réalité. Ouais. Est-ce qu'il y a des craintes reliées à la santé, par exemple, santé mentale, santé physique? Il y a tout plein de questions, moi, qui me sont venues lorsque j'ai réfléchi à ce mot-là, ce terme-là. J'ai réfléchi une fois de temps en temps aussi, évidemment, comme tout le monde, probablement. Mais voilà, donc je me suis dit, je me suis mis dans la peau des gens. Je me suis dit, ça doit être très différent d'une personne à l'autre. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour Reine. Bonjour. Alors, je vous présente officiellement. Bonjour Carole. Ben là, tu te sentais. Voilà. Bonjour. Bienvenue à ce balado. Vraiment, on est contente de vous recevoir et d'aborder ce sujet-là avec vous parce que vous êtes des experts en la matière. Et je vais vous présenter comme il se doit, avec vos noms complets. Je vais tout faire ça comme une grande, vous allez voir. Donc, tantôt, en fait, Reine, c'est Kanchand. Je le prononce, je me suis pratiquée un petit peu. Kanchand, c'est tellement joli. Alors, et Stéphane Grenier, c'est beau aussi, Stéphane Grenier. Voilà. C'est plus commun, mais moins commun. Alors, vous êtes co-présidente. En fait, Reine, tu es co-présidente. On a décidé de se tutoyer. Hein? Oui. Alors, tu es co-présidente et chargée du contenu de l'entreprise SR Perspective. Et toi, Stéphane, tu es coprésident et coach principal, coach de carrière certifié ACC. Oui. Tu vas peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est. Et coach de vie et de retraite, spécifiquement, plus spécifiquement. Oui. Alors, tous les deux, vous avez fondé SR Perspective il y a de cela environ 3 ans. Donc, c'est quand même une nouvelle entreprise. Vous avez une longue expérience quand même derrière vous. Et d'abord, dites-nous brièvement, qu'est-ce que votre entreprise SR Perspective, avec un S, parce qu'il y a plusieurs perspectives, et les motivations qui vous ont amené à créer cette entreprise-là. Bien, moi et Reine, on s'est mis ensemble il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, comme vous disiez. Là. Et puis, en affaires, on a commencé à discuter. Mais moi et Reine, on se connaît depuis plusieurs années là, dans une vie antérieure. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça? On a travaillé ensemble. Alors, on se suit un peu partout là, dans notre parcours. Oui. Et puis, on a décidé, j'ai jasé avec Reine. J'ai dit, écoute, Reine, j'aurais le goût de partir quelque chose. Et puis, j'aurais le goût d'accompagner les gens, continuer à accompagner les gens dans la transition. Et c'est de là qu'on a décidé d'accompagner les gens vers la transition vers la retraite. Au début, on n'était pas certain de la direction, mais là, de plus qu'on regardait les besoins de transition, c'est plus qu'on se rendait compte que le besoin vers la transition psychologique, la préparation psychologique à la retraite, était un volet qui n'était pas touché beaucoup et puis qui était très important. Et puis, c'est de là que moi et Reine, on a commencé à développer des programmes, on a commencé aussi à développer une approche, puis c'est de là que c'est parti, là, il y a un petit peu plus de 3 ans. Exactement. Donc, c'est dans votre propre réflexion, en premier lieu, ou parce que vous avez vu autour de vous des gens qui ont réfléchi à ça puis qui ont peut-être eu des difficultés? En fait, il y avait des gens très près de nous. Pour moi, c'était ma mère, qui, à 64 ans, s'est fait un peu tasser de son travail parce qu'on la pensait trop vieille pour s'adapter aux nouvelles technologies, etc. Et ma mère, entre 64 et 66 ans, a vécu malheureuse et elle est décédée à 66 ans.
Ah, mon Dieu, à ce point-là, OK, oui, c'est quand Stéphane, même... pour Stéphane, c'était son père. Aussi, mon père, c'est un entrepreneur toute sa vie et à la fin de sa carrière, comme la mère à Rennes, a été poussée là, à sortir de l'entreprise. Et puis, mon père est tombé dans une dépression silencieuse, qu'on pourrait dire. Alors, déjà qu'il parlait pas tant, là, c'était pas un homme qui s'exprimait beaucoup, alors qu'il s'exprimait encore beaucoup moins. Puis, on le voyait, là, physiquement, sa santé commençait à se détériorer après cette grande transition-là. Et puis, moi, ça m'a touché énormément de voir mon père comme ça, puis mourir quelques années plus tard, un peu comme Reine. Fait que j'ai dit, il y a quelque chose à faire, là, parce que c'est important. On le voit trop souvent, puis même dans notre vie professionnelle, on a vu beaucoup de gens qui sont décédés pas longtemps après être rendus à la retraite. C'est triste, on entend souvent ça. Tellement souvent. C'est triste de penser que tu as travaillé, tu as mené une carrière, souvent tu as eu du succès ou des insuccès, mais quand même, ça fait partie de la vie. Puis là, tu arrives près de la soixantaine, fin cinquantaine, début soixantaine, puis on te fait sentir là, que c'est ça. Hein? Il y a l'agisme, on en parle, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est... C'est triste quand on pense à ça. Il y a de la sensibilisation, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de ça aussi. Puis pour prendre une expression de ma mère, justement, elle disait toujours « c'est pas permis ». Mais c'est pas permis, nous on s'est dit, c'est pas permis justement de travailler toute notre vie, travailler très fort, élever nos enfants, contribuer tellement à la société pour arriver dans les dernières décennies de notre vie, puis être malheureux, être isolé. On veut pas ça. Surtout qu'on vient d'une génération qui, le travail, c'était une valeur importante. Une génération où on comptait souvent pas nos heures, qu'on donnait beaucoup. Là, c'est différent aujourd'hui. Puis là, tu as donné beaucoup, souvent des heures en extra, tout ça, tu as été dévoué. Et ça arrive comme ça, c'est pas facile. Donc, c'est à propos, là, vos services. Donc, c'est vraiment des déclencheurs dans les deux cas qui sont vraiment importants. Puis, j'avais jamais fait le lien entre... C'est vrai qu'on entend souvent, bon, les gens prennent leur retraite puis ils meurent pas longtemps après. C'est un peu épeurant. Mais moi, je me suis fait souvent cette réflexion-là. On n'arrêtera pas de travailler. Il y en a qui disent ça. On n'arrêtera pas de travailler, comme ça, on va rester vivant. Mais en fait, j'avais pas fait le lien avec, peut-être que si on se préparait mieux, ça serait mieux, on vivrait mieux, on vivrait peut-être plus longtemps. Ça peut avoir une cause à effet, là. Puis là, non, vas-y. Vicky, tu disais tantôt, on est expert dans la matière, mais nous, on croit qu'il n'y a pas vraiment d'experts dans la retraite. Dans le fond, là, chacun d'entre... C'est comme si dire quelqu'un est expert dans la vie. Parce qu'on va chacun vivre notre retraite de façon unique. Alors, de dire expert dans la retraite, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est donner le pouvoir à chaque individu de mener sa propre retraite. Justement, je vais prendre au vol. Est-ce qu'on parle de préparation, planification de la retraite? Est-ce qu'on parle des pré-retraités ou des retraités ou tous ensemble? Est-ce qu'il y a des fautes là-dedans? Oui. Nous, on parle à tout le monde. On parle aux pré-retraités, justement parce qu'on sait l'importance de se préparer à la retraite. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de se préparer à la retraite. On le sait quand on arrive là. Des fois, c'est trop tard. À quel âge on devrait commencer à se préparer à la retraite? Beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui, eux, donnent des cours, des sessions de préparation à la retraite, ils permettent à partir de 45 ans. OK. Mais nous, on se dit... Ils touchent surtout le volet financier. Oui. Alors, c'est ça, on oublie la partie psychologique qui est très Parce qu'il y a beaucoup de planificateurs financiers. Il y en a partout. Là, on voit ça partout. Les planificateurs financiers de retraite. Exactement. Il me semble que c'est assez fréquent. Puis quand on fait des recherches sur Google, c'est ça qui ressort. Préparation à la retraite, c'est toutes les préparations financières. Alors, puis même sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la préparation psychologique à la retraite. Alors, tu sais, il y a vraiment un besoin immense, là. Parce que c'est beau être prêt financièrement, mais tout le volet qui vient avec ça, c'est tellement important, le volet psychologique, d'être prêt pour la retraite. On oublie, je pense, l'impact que ça a sur les gens rendus à la retraite. On a parlé d'identité, tu as parlé d'identité professionnelle, on parle beaucoup de ça souvent. On s'identifie par notre travail, mais là, rendu à la retraite, ou comme mère ou père de famille, mais là, rendu à la retraite, les enfants sont partis, le travail n'est plus là, ou pour la plupart. Alors, on s'identifie avec quoi? Alors, ça, c'est un volet qui est très important à regarder avant de partir à la
la retraite pour commencer à planter ces grains-là, pour avoir la semence rendue à la retraite. Oui. Alors, le changement, ça ne se fait pas en 2 semaines. Hein. Quand on va au gym, ça prend plus qu'une fois pour voir les résultats. Bien, c'est un peu la même chose. Alors, il faut commencer tranquillement à planter ces grains-là, puis commencer une routine, développer une routine déjà avant de tomber à la retraite pour que quand on arrive à la retraite, qu'il n'y a pas un choc. Qu'il n'y a pas un choc en disant « OK, mais là, je fais quoi avec tout ce temps-là? Hein? Parce que mon temps est occupé avec le travail, mais là, mon temps... Il y a beaucoup de temps, là. Alors, puis je regardais, hier soir, un documentaire là, sur les retraites, des retraités. Puis il y a beaucoup de gens, de plus en plus, puis un grand nombre de personnes qui vont passer 30 à 40 heures à regarder la télévision par semaine. Alors, on prend 30-40 heures qu'on mettait au travail, on le met maintenant devant la télé. Alors, au niveau cognitif et psychologique et physique et mental, c'est là que les gens vont tomber dans la dépression, vont commencer à s'isoler. Alors, c'est ça qu'on veut prévenir, moi, puis Reine. Oui. De passer le message en disant qu'il y a plus que la préparation financière. Oui. Je vous posais plutôt la question à quel âge qu'on devrait, en principe, commencer à préparer la retraite. Puis tu mentionnais, Reine, que les entreprises, puis c'est pas toutes les entreprises, là, on parle de grosses organisations, les petites organisations, ils n'ont pas ces services-là qui commencent et ils permettent à partir de 45 ans. Mais vous, dans votre pratique, jusqu'à présent, puis dans vos observations, à quel âge les gens... Ils permettent à partir de 45 ans, mais dans la vraie vie, là, la plupart des gens, ils commencent trop tardivement à préparer la retraite. Oui. Je vais peut-être revenir pour répondre à ta question aux phases, justement. Oui. Parce que tout le monde va passer d'une façon ou d'une autre à travers les 4 phases. Bon, il y en a qui disent qu'il y en a 6, peu importe. Nous, on a mis ça en 4 phases. Il y a les pré-retraités. J'ai déjà été dans un atelier, je donnais un atelier où il y a quelqu'un qui pleurait carrément parce qu'il disait, puis c'était une de ces entreprises qui permettent à ses employés d'aller dans ces ateliers-là, il disait, mais je ne sais pas ce que je vais faire de moi-même, je ne peux jamais prendre ma retraite. Alors, les pré-retraités, peu importe à quel âge ils commencent, la pré-retraite commence vraiment quand les gens commencent à y penser, tout simplement. Okay? Là, je pense pré-retraite, quelqu'un m'en a parlé. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller voir qu'est-ce qui peut se passer. Même s'il n'y a pas de geste concret, la minute que la personne commence à penser à ça. Oui, ça, c'est la phase de la pré-retraite qu'on dit. D'habitude, elle est de 2 à 5 ans. Avant la retraite même. Est-ce que ça implique que des gestes comme, par exemple, travailler moins, ralentir, ou pas nécessairement, c'est vraiment plus dans la réflexion? C'est souvent plus dans la réflexion financière. Oui, OK. Tu sais, cette pré-retraite-là. 2 à 5 ans, je commence à me dire, oh, est-ce que j'ai investi assez pour ma retraite ou pas? Oui. Alors, c'est là que la réflexion va se faire. Alors, les pré-retraités, eux, aucune idée de ce qui s'en vient, dans le fond. Parce qu'on continue à travailler quand même pas mal à temps plein à ce moment-là, la plupart. Ensuite, vient la phase de la lune de miel. Puis, plusieurs d'entre nous vont passer la phase de la lune de miel où ça va être, wouhou, j'ai plus besoin de mettre de cadran, j'ai plus personne à qui répondre. Donc là, on débute notre retraite. On débute notre retraite. Ça dure combien de temps, la lune de miel? La lune de miel. Es-tu en lune de miel? Ça se peut. 1 à 2 ans. 1 à 2 ans, Parce que là, on se dit... Comme en amour. Là, je vais tout faire ce que j'ai pas fait pendant que je travaillais. Je veux voyager, je veux bâtir une extension à ma maison, je sais pas, moi. On veut tout faire, puis on s'est créé cette histoire de bucket list d'habitude. Ensuite, par contre, vient la phase de désillusion et réorientation. En fait, on a mis ces 2 phases ensemble, Stéphane et moi, parce qu'on se disait c'est trop déprimant de rester dans la phase de désillusion. La phase de désillusion peut durer de 5 à 15 ans après, après le début de la retraite. C'est long, ça, 15 ans. C'est long. De désillusion, on pense. C'est long. Désillusion, est-ce que tu peux expliquer un peu? Oui. C'est là que la lune de miel est finie. Là, la réalité commence. Alors, qu'est-ce que je fais de mon temps, comme Stéphane disait? Quelle est ma routine? J'ai plus de structure. Est-ce que j'ai un sens dans la vie maintenant, à ma retraite? Je suis qui, dans le fond? Je me suis bien amusée pendant 1 an, peut-être 2. Là, j'ai perdu mes connexions, j'ai perdu le sens de moi-même, mon identité. Le réseau. J'ai perdu mon réseau. Oui. Ça peut durer de 5 à 15 ans. Puis qu'est-ce que je veux faire aussi pour les années qui me restent, là? Et c'est là la réorientation. Cette désillusion-là, on n'est pas fait pour rester dans la dépression, dans le fond. Fait que ça nous oblige, à un moment donné, à remonter cette pente.
Une transition, ça va comme ça. Alors, on va remonter la pente à un moment donné. La réorientation, c'est là qu'on va aller chercher c'est quoi, dans le fond, ma vraie identité. Où est mon authenticité? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux continuer à contribuer? Puis qu'est-ce que je veux faire, c'est pas nécessairement se retrouver un autre travail. Là. Ça peut être du bénévolat, ça peut être autre chose, ça peut l'être aussi. Oui, puis c'est pas nécessairement... La société nous dit plein de choses. Hein? Tu es à la retraite, ben c'est le fun, tu vas pouvoir garder les petits-enfants, mais c'est peut-être pas ça que je veux faire dans la vie non plus. Non, mais n'est-ce pas? C'est ça. Oui, il y en a que oui. Il y en a oui, bien sûr. C'est correct aussi. Là. C'est pour ça qu'on dit chaque personne doit décider pour elle-même c'est quoi. Et puis vient la dernière phase qui est vraiment la quoi? La stabilisation. La stabilisation, voilà, je suis stable, je suis bien, ma santé est bien quand même, j'apprécie. Puis là, ça s'en va vers la dernière phase de notre vie. Il faut dire que notre époque aussi, avant ça, il n'y a pas si longtemps, là, on ne vivait pas si longtemps. C'est ça aussi. Là, en quelques décennies, la durée de vie s'est prolongée, tant mieux. Mais on souhaite toujours qu'elle se prolonge. Oui, on veut bien vivre longtemps, c'est le fun, mais on veut que ça soit en santé le plus possible et avec un certain bien-être. On a tous nos bobos là, en vieillissant, c'est bien certain, mais il faut quand même avoir un certain bien-être. Moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est bien là, début 60e, par exemple. Bien là, je sais que j'ai 10 années à peu près, 10 années où que si j'ai active ou que je vais peut-être pouvoir voyager, que je vais peut-être pouvoir pratiquer certains sports, puis qu'après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête après 70, 72 ans, mais les risques, les probabilités que ma santé décline, tout ça, fait que c'est comme, c'est apeurant quand on... Moi-même, j'ai cette réflexion-là. Tu sais, puis je me dis, il me reste genre... C'est comme si tu donnais une espèce de deadline. Fait que là, c'est ça, là, fait que... Et c'est pour ça qu'on veut commencer. Je parle beaucoup, hein? Veux-tu prendre? C'est pour ça. Ça va bien. Il y a 3 femmes avec lui, fait que il s'y est tranquille. C'est pour ça qu'on veut parler pré-retraite. On veut commencer au départ parce que quand on investit financièrement pour notre retraite, évidemment, c'est ce que tout le monde pense, on regarde puis on se dit, oups, OK, j'ai investi dans mon compte en banque. Ou pas. Ceux qui auront investi dans leur compte en banque, ils vont avoir une transition beaucoup plus simple, harmonieuse, plus douce, harmonieuse. Je vais vivre le genre de style de vie que je veux continuer à vivre, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie d'investir dans notre vie? C'est ça qu'on oublie de faire. C'est la même chose. Au lieu du compte en banque, on veut commencer à investir dans notre propre vie. Ou pas. Ceux qui auront investi dans leur vie vont avoir une transition à la retraite beaucoup plus harmonieuse aussi. Puis investir dans sa vie, ça veut dire quoi? Investir dans sa vie. Je pose la question. D'investir dans notre vie, c'est de vraiment renouer avec des choses que peut-être qu'on a laissé tomber pour des circonstances de la vie. Ça peut être à cause de la famille, à cause du travail. Alors que là, ça prenait tellement de grande place dans notre vie que de revenir un peu en arrière, de dire c'est quoi mes passions, c'est quoi que j'ai besoin. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup, puis je vais vous le partager parce que je trouve que c'est un exercice très intéressant. Puis c'est un voyage un peu dans le temps. Là. On revient à notre très jeune âge où ce qu'on était le plus authentique de 0 à 12 ans. Alors, c'est avant qu'on soit programmé là, à être et pensé d'une telle façon. Alors, il y a 3 questions que j'aime poser dans cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce que j'aimais faire à cette époque-là? Et il y a des beaux trésors au travers ça dans cette période-là parce que, comme je disais, c'est là qu'on était le plus authentique. Et puis, de regarder aussi, ça va parler souvent de nos passions. Les traits de personnalité sur nos passions, les centres d'intérêt qu'on avait à l'époque. On disait, ça fait longtemps, 10 à 12 ans, mais à quelque part, c'est une période qui était... comme je disais, très importante, puis que c'est là qu'on était, encore une fois, là, je me répète, là, mais authentique, puis avant qu'on soit programmé. Là. Et puis, l'autre question, puis ça va répondre à nos centres d'intérêt, peut-être à nos passions aussi, qu'on a délaissées au travers les années. Une deuxième question qui est importante de se poser au travers de ça, c'est qu'est-ce que j'aimais chez les autres? Alors, les qualités des autres, ça va me parler de mes propres valeurs.
Et puis, comme dernière question, c'est qu'est-ce que j'aimais chez moi? Alors ça parle de mes forces. Alors, quand je mets les trois ensemble, alors là, j'ai peut-être un peu plus une idée de qu'est-ce qui va être important pour moi rendu à la retraite. Alors, c'est là que je peux remettre des centres d'intérêt que j'avais ou commencer même avant de prendre la retraite, d'implanter ces graines-là que je parlais tout à l'heure. Puis quand tu parles des qualités des autres, donc c'est identifier ses intérêts quand on était jeune, les qualités qu'on appréciait chez les gens chez les autres, et ce qu'on aime ça parle de nos valeurs. Puis pourquoi les qualités chez les gens? C'est-tu parce que ça va nous... c'est pour... comment je dirais ça? Donc... C'est pour essayer de s'entourer de gens qui ont ces mêmes valeurs. Donc, on revient quand on était jeune, et non les qualités qu'on aime chez les autres prises rendues, mettons, à 60 ans. On peut aussi. On peut faire le pont entre les deux, de voir, parce qu'il y a un fil conducteur au travers de ça. On peut faire l'exercice au travers de toute notre vie aussi, de chaque tranche d'âge, et puis trouver ce fil conducteur-là qui nous amène vraiment à trouver qu'est-ce qui est important pour soi aujourd'hui. Ça ne sera peut-être pas pareil comme quand on avait 13 ans ou 10 ans ou 12 ans, mais il y a certaines choses qui étaient là, qui sont encore un peu, qui ont besoin qu'on remette la flamme sur... Ça peut nous permettre peut-être d'aller joindre des groupes, par exemple, qui ont ces mêmes valeurs-là. C'est ça. On veut investir aussi dans notre santé physique, on veut investir dans notre santé mentale, on veut investir dans notre santé spirituelle, intellectuelle. On l'oublie parce qu'on se fait prendre durant toutes nos années de carrière, on se fait prendre un petit peu dans un mode d'autopilotage. Êtes-vous d'accord avec moi? À certains égards, oui. Oui, à certains égards, oui. Alors, comme disait Stéphane, on délaisse beaucoup de choses. Autopilotage, tu veux dire qu'on fait notre vie, notre quotidien, on ne se pose pas trop de questions, on est habitué de faire ça, on a notre routine, on a notre cadre, c'est dans ce sens-là? C'est ça. Puis, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Ah, c'est correct, je suis trop occupée au travail, je n'ai pas le temps de lire. Alors, santé intellectuelle en perd un petit peu. Je suis très stressée pour faire telle chose, ou faire tel loisir, ou m'inscrire à un cours. Je vais m'entraîner, je vais aller au gym quand je vais être rendu à la retraite. Je vais voyager. On entend à la retraite, je vais m'entraîner. Mais t'as jamais voyagé, t'as jamais fait ça. Fait que c'est là que si c'est un désir qu'on a, c'est bon que, tu sais, je reviens à planter les grains, c'est ça. C'est tout planter ces grains-là, autant au niveau physique que spirituel aussi, de se connecter à soi. C'est important de bien connecter à soi aussi. C'est notre rapport au temps et le rapport à nous-mêmes. Dans les deux. Bien dit. Je pense qu'il y a, parce qu'on manque de temps, ou en tout cas, on le fait pas, on le prend pas. Je veux dire, on prend pas le temps. On prend pas le temps, c'est très différent. C'est facile de dire qu'on manque de temps, mais c'est parce qu'on prend pas le temps ou on l'investit pas. Puis on l'investit pas en nous parce qu'il y a plein d'autres priorités qui arrivent. Parce que la vie nous amène aussi ça. Alors, c'est pas toujours facile de se choisir dans la vie, là. Puis c'est correct de choisir les autres, des fois aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est juste... Mais mes enfants étaient contents quand je les ai choisis. Puis... je suis pas mal certaine que les vôtres aussi. Mais oui, effectivement. Mais c'est cette prise de conscience-là que la retraite s'en vient. Et que ce sera peut-être pas 10 ans, ça va peut-être être 20. Les Statistiques Canada disent 20, 30 ans à la retraite. Alors, mais oui, c'est quand même beaucoup, oui. Tu nous parlais tantôt des phases. Est-ce que il y a des étapes? Par quoi quelqu'un là, qui commence à y penser, il est après retraite, à la pré-retraite, commence à y penser, donc il est dans la catégorie pré-retraité, si j'ai bien compris. Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait un certain nombre d'étapes à faire? Par quoi on doit commencer? Là, les gens qui nous écoutent, qui vous écoutent en fait, là, en ce moment, puis qui se disent, oui, c'est vrai, oui, mais là, par quoi je commence? Comment je fais ça? J'ai-tu des ressources? Bon. Bien, il faut commencer par clarifier qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi la vision de retraite qu'on veut vivre? Alors que si ça, c'est pas clair, mais c'est comme si je mettais dans mon GPS, je m'en vais à 200 km d'ici. Mais où? Tu t'en vas au nord, sud, est, ouest. Alors, d'au moins d'avoir une vision, commencer à créer cette vision-là. Un exercice de visualisation qui est très bon à faire. On se ferme les yeux, puis on pense à comment on se voit à la retraite, comment on envisage là, de vivre ces belles années-là. Mais pour certaines personnes, je pense que c'est pas si facile. Non, parce que je parlais avec une amie, puis elle me disait « Ah, moi, j'ai juste hâte de me reposer. » On dirait que je suis même pas capable de penser à ma retraite présentement parce que j'ai besoin de repos. Donc, j'ai hâte
d'arrêter... De me reposer. De me reposer. Je vais commencer par ça. Bien, c'est un bon commencement aussi, parce que c'est une étape. Exactement. Tu dis, OK, c'est ce que j'ai besoin. Alors, ensuite, la prochaine étape, si on n'a pas la vision claire, au moins de savoir c'est quoi j'ai besoin. Oui. De commencer par, bon, si c'est de me reposer que j'ai besoin, bien, la première année, c'est probablement ça que je vais faire. Je vais dormir plus, je vais prendre plus soin de moi, je vais faire les choses que j'ai besoin pour me retrouver un peu. Et après ça, on peut commencer à continuer à visualiser un peu comment on veut vivre ces 10, 20, 30, 40 prochaines années-là. C'est plus facile d'y réfléchir. C'est plus facile quand on est dans un état d'être un peu plus calme. Hein? On est toujours, quand on va en vacances, on est toujours, on a plein de créativité, puis on a plein d'idées, mais quand on revient, on est au travail, alors on retombe dans cette boîte-là, dans la structure qui fait qu'on est moins dans notre créativité personnelle. On se met des limites. On se crée plus de limites parce que, bon, il faut suivre l'horaire. Tu sais, il faut. Oui, il faut que. Il y en a beaucoup de « il faut que ». Oui. Puis là, j'imagine, une fois qu'on a identifié, bien, c'est quoi qu'on veut faire, puis comme on le disait, c'est pas facile pour tout le monde, moi, la première. Des fois, quand il y a trop de choses qui t'intéressent, mais... C'est comme un grand buffet, là. Oui, tu sais, mais en même temps, il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions, entre guillemets, là, si on peut parler d'ambition. Bien, on regarde aussi mais la réalité il faut des regarder choses, la réalité des choses, puis qu'est-ce que je peux faire, parce que là, on disait en introduction, l'aspect financier, c'est une chose, il y a beaucoup plus que ça, hein, on le voit, je pense que... Mais quand même, c'est quand même une donnée importante là, dans... Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a comme deux pré-étapes, je ne sais pas comment appeler ça, mais les gens, parce que je rencontrais entre autres dernièrement des groupes de personnes qui se réorientent, des travailleurs expérimentés qu'on appelle dans le domaine, donc des gens qui ont fait une carrière puis qui ont le goût de faire autre chose. Et qui réfléchissent, donc qui ils sont, c'est quoi leur goût, etc. Il y a des accompagnements pour ça aussi. Oui, absolument. Mais ces gens-là, ils se réalignent pour un travail, ils ne se réalignent pas tout de suite pour la retraite. Donc, c'est comme une préparation éventuelle à la retraite, mais en même temps, un retour vers soi. Un retour vers soi, puis souvent, les gens vont aller plus vers quelque chose qui les rejoigne un peu plus personnellement. Exactement. Alors que, bon, 9 à 5, on rentre dans le bureau, puis là, il y en a qui ont très hâte de prendre leur retraite. Un, pour se reposer, comme tu disais, et deux, pour se sortir de cette routine-là qui ne représente pas nécessairement leurs propres valeurs. Et puis, qui ne rejoignent pas non plus leur centre peut-être d'intérêt. Alors, c'est là qu'une transition de carrière à la retraite, il y en a beaucoup de gens qui retournent au travail, temps partiel, temps plein. Énormément, j'en ai beaucoup de mes clients en coaching que j'accompagne vers ça, dans cette transition-là, pour qu'ils aillent vraiment rechercher, renouer là, avec leur propre désir, et puis aussi de comment ils veulent contribuer en avançant là, dans ces prochaines années-là. Puis ça fait partie, ça, des phases. Oui. Ça fait partie des phases de la retraite. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris ma retraite de l'enseignement il y a quelques mois. Puis dans l'optique de ne pas arrêter de travailler, mais dans l'optique de prendre ça plus léger. C'est ça. Hein, un horaire moins dense, dans quelque chose de différent, qui rejoint... quoique j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais qui rejoint peut-être justement mes intérêts, mes autres. C'est ça. Que je n'ai pas pu exploiter là, dans le cadre de il y a des compétences aussi que tu as développées au fil du temps qui ne sont pas perdues là, rendus à la retraite. Alors, comment je veux appliquer ces compétences transférables-là, si on peut dire, dans un nouveau domaine qui va vraiment... Ah oui, énormément. Je dirais chapeau, Carole. Parce que moi, je me considère retraitée. Je pense qu'on a... J'ai presque 62 ans. Je me considère retraitée. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, des fois plus que d'autres. Mais je me sens cette liberté de choisir qu'est-ce que je fais. Donc, dans ce que je fais, j'ai choisi quelque chose. Stéphane disait de 0 à 12 ans. Je n'ai jamais fait de la réflexion avant parce que je ne connaissais pas Stéphane. Mais moi, quand j'étais toute jeune, à la minute qu'il y avait une pièce de théâtre, je disais « Ah, moi, je voulais y aller. Aider les plus jeunes que nous à la bibliothèque. Ah, moi, je veux leur enseigner l'anglais, etc., etc. » Fait qu'aujourd'hui, je fais ça. J'anime des ateliers, je crée des ateliers. J'adore ce que je fais. Je fais... Je suis née pour ça, on dirait. Alors, c'est pour ça que je dis chapeau. Des fois, tu sais, faut pas stresser, hein? Faut pas stresser de la retraite du tout. Des étapes et tout ça, oui, il y en a. Puis c'est bon de se préparer, bien sûr, c'est notre raison là, en ce moment. C'est ce qu'on fait. Mais à la retraite,
on veut aussi cette liberté des fois. Ouais. C'est le parcours choix dans tout ça, hein? Même si on ne sait pas exactement le résultat ou la destination, c'est pas clair, mais c'est le parcours pour y arriver qui est toujours plus enrichissant que d'arriver. Si le parcours est agréable. Oui, exact. Si le parcours est agréable. C'est comme le bonheur. Il y a un apprentissage au travers de ça. Le bonheur, c'est ça, c'est le parcours. Oui, c'est ça. Parce que si on focus juste sur le résultat puis l'objectif, puis on ne l'atteint pas, on va être malheureux tout le long. Puis si c'est désagréable tout le long, ben là... Si le parcours est long puis tu trouves ça désagréable, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose à revisiter, à réanimer. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin? Exactement. Ça peut être 30 ans peuvent être long. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça super intéressant. Ça me rejoint ce que tu dis parce que j'ai toujours eu comme conviction qu'une retraite, pour moi, c'est le bonheur ou enfin les mots me manquent, là, mais justement avoir ce choix-là, cette liberté-là de faire ce qu'on aime. Alors, des fois, on l'a financièrement, puis ça nous permet de faire vraiment, avoir aucune contrainte financière, mais peu importe la contrainte ou pas financière, de choisir qu'est-ce qu'on fait vraiment. Et ce qu'on aime, revenir à nous, comme toi tu le fais aussi, comme tu expliques dans, justement, revenir vers nous, vers des choses qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté. Ça, je trouve ça génial parce que tu te réalises autrement. Et puis, moi, je pense que c'est un ingrédient, en tout cas. Puis je comprends en même temps qu'il y a des gens qui ont eu un travail peut-être plus difficile physiquement, qui ont juste hâte à la retraite et que c'est correct aussi. Tu sais, ces deux aspects-là, je pense que c'est important de le mentionner. Peu importe qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est une transition, un travail ou t'arrêtes carrément puis tu fais la lune de miel, je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'il y a des gens qui... La lune de miel, ça peut durer longtemps pour certaines. Pour certains, c'est toujours. Je ne sais pas. Oui, peut-être. S'ils ont bien déterminé ce qu'ils veulent, je pense que oui, les gens peuvent faire sa lune de miel aussi longtemps. Il y en a qui peuvent s'amuser longtemps. Oui. Mais c'est ça. Mais il y en a aussi qui ils ont leur liste. Là, puis là, la checklist, comme je disais tantôt, là, est finie. J'ai une dame que je connais bien, elle voyage là, depuis 1 an. Là, je pense qu'elle a fait 10 voyages au moins. Mais écoute, sa liste, ça s'en vient qu'est-ce qu'elle va faire? Fait que là, j'ai hâte de lui parler l'année prochaine. Quand elle va avoir fini sa checklist, c'est ça. Peut-être que son budget va être épuisé parce qu'on peut faire d'autres voyages. Exact. Ben, écoute, si ça continue, peut-être qu'elle va partir. Mais écoute, c'est ça. L'objectif de la lune de miel, c'est ça. C'est de faire les choses qui nous passionnent. Je pense qu'il y a une chose importante aussi, c'est que, pardonne-moi, c'est quand vous mentionnez tantôt, c'est normal à un moment donné, je pense que c'est dans la deuxième phase, que j'oublie le nom, qu'on se pose des questions, puis que là, la lune de miel est passée. Alors, juste le fait de nommer ça aussi, c'est rassurant pour les gens qui nous écoutent, parce que savoir que c'est normal, qu'on puisse passer par là, c'est comme dans toute chose, là. Tu sais, des fois, tu vis quelque chose, c'est difficile, puis tu as l'impression que tu es tout seul au monde, en sachant qu'on n'est pas tout seul au monde qui vit ça. Mais quand tu sais qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose, puis ça fait partie justement du cycle dit normal, bien, c'est rassurant. Tu te dis, bon, OK, je suis normal, c'est correct. À un moment donné, je vais remonter la pente, là, tu sais. Mais c'est sûr que, comme tu disais tantôt, le délai est différent d'un l'autre. Puis, juste à penser combien de périodes difficiles on a passées dans notre vie. Plein. Et on a passé à travers ces périodes difficiles-là. Donc, on le sait qu'on a la capacité, on a le pouvoir de le faire. La différence à la retraite, c'est peut-être ce que tu viens de mentionner. C'est cette idée d'avoir ce support et d'avoir des connexions et des gens qui vont peut-être nous aider aussi. On n'a pas toujours ça. La retraite, le mot même retraite, c'est vraiment se retirer. Fait qu'on a l'impression, puis c'est comme ça que nos parents l'ont vécu aussi. On se retire, c'est fini, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vaut à la société? OK, t'es à la retraite, t'es vieux. Là, c'est le temps que les jeunes... On ne veut plus ça. On n'est plus là du tout. Ça l'a beaucoup, effectivement, mais on a passé à travers plein de transitions difficiles. Il n'y a rien qui dit qu'on n'est plus capable de le faire, mais on doit se donner le pouvoir de le faire. Il faut s'outiller pour le faire. Pas le faire seul. Pas le faire seul. C'est souvent ça, les gens qui tombent dans l'isolement, puis ces choses-là, la dépression, c'est qu'ils font seuls. Au lieu d'en parler, au lieu d'avoir ces conversations-là avec les gens alentour d'eux, ou d'aller chercher le support nécessaire pour pouvoir avoir un succès là-dedans au travers de ça.
C'est fréquent, ça, les gens qui tombent dans la dépression, puis tout ça, c'est vraiment fréquent. 1 sur 3. Ah ouais. 1 sur 3. Les statistiques disent c'est énorme, une personne sur 3 à la retraite va tomber dans la dépression. Fait que c'est beaucoup. Donc, c'est mieux on l'a vu dans la pandémie. Oui. La pandémie, ça a eu un gros... L'isolement, c'est ça. Les gens se sont isolés x10, par raison, là, mais je veux dire... mais il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas sortis encore de ça. Il y a des effets, là, encore aujourd'hui. Dans les différents groupes d'âge, d'ailleurs, effectivement. Est-ce que vous voyez une différence dans l'approche entre les femmes et les hommes dans la préparation en tant que telle de la retraite? Est-ce que c'est pareil ou non? Non, c'est pas pareil. Il y a des choses pareilles, mais il y a des différences aussi. Oui, il y a des différences. On dit que deux fois plus d'hommes pensent vouloir travailler au-delà de 65 ans que les femmes. 2 fois plus les hommes disent ça. Oui. Okay. Les femmes, ils vont avoir une approche plus sociale à la retraite. Donc, ils vont vouloir faire des choses en groupe. Du bénévolat. OK. Et pour les femmes, ce mot « liberté », pour elles, ça se définit plus comme... Là, je veux avoir la liberté de planifier mes propres journées puis de faire ce que moi, je veux faire. Pour les hommes, ça va être un petit peu plus... moi, je veux continuer à contribuer, je veux continuer à travailler, donc je vais aller un peu plus dans le mentorat, peut-être un peu plus isolé, donc je vais jouer au golf, ce genre de choses-là. Et pour l'homme, la liberté, bien, encore une fois, c'est dans les statistiques et dans les recherches qu'on a lues aussi. Pour les hommes, la liberté, eux, c'est surtout être débarrassés des responsabilités professionnelles. Alors, c'est une approche un peu différente, une vision un peu différente. C'est sûr que ça va probablement être différent là, dans 30-40 ans, là, parce que les femmes sont autant sur le marché du travail que les hommes, à peu près. Je n'ai pas de statistiques, mais bon. Mais les gens de notre génération, on est à peu près de la même génération, on s'est fait beaucoup définir par le travail, particulièrement les hommes. Donc, c'est pour ça que eux, la femme, elle, c'était beaucoup les enfants, la famille. Fait que, tu sais, ça explique aussi que probablement que c'est différent. Mais ça reste différent, là, parce que le rôle des femmes, des hommes, ça a un peu changé là, dans notre société. Là, mais c'est quoi l'aspect? Est-ce que les femmes se préparent davantage que les hommes ou inversement? Ou la préparation n'est pas la même, comme l'aspect financier, là, par exemple? Là? L'aspect... Stéphanie m'a dit, va pas là, reine. Mais, mais je fais quand même. Non, je veux pas lancer le débat. Écoute pas. Non, mais il faut se dire les vraies affaires. Je veux pas lancer le débat de l'égalité salariale, etc. Par contre, c'est très vrai que les femmes font quand même aujourd'hui 60%, 40% moins d'argent que les hommes. Donc, quand on parle de préparation financière, la réponse est oui. Les femmes veulent se préparer plus financièrement parce que ça les inquiète plus, cette histoire de « je vais vivre plus longtemps probablement en tant que femme, je vais avoir des préoccupations de santé, j'ai un certain style de vie, un mode de vie que je veux garder. » Alors oui, elles se préparent mieux, elles veulent du moins se préparer mieux. Par contre, parce que leur salaire est moindre, ils peuvent mettre moins d'argent de côté pour tout ça. Et pour plusieurs, elles n'ont pas travaillé quand les enfants étaient jeunes. Ils sont allés sur le marché du travail. Il y en a que c'est début cinquantaine. Donc, c'est pas beaucoup d'années, ça, pour se préparer. C'est ça. On dit que les hommes se préparent moins, même financièrement, à la retraite. Par contre, ils sont quand même capables de mettre, je pense que le chiffre était 1 900 $ de plus par année de côté que les femmes. J'ai vu les chiffres on n'est pas rendu encore. Ça a un impact, c'est sûr. Ça a un impact, très grand. Et les gens qui veulent se préparer, là, qui ont le goût de dire, ben là, OK, là, on fait un petit... on a le goût de se préparer après avoir écouté le balado. On fait quoi? On va vous voir. Est-ce qu'il y a des ressources? Il y a différentes ressources qui existent. Vous le faites, entre autres, en entreprise. On le fait en entreprise, mais on le fait aussi en individuel. À l'individu. On le fait aussi dans des organismes à but non lucratif aussi. OK. Oui, on donne des ateliers. Mais c'est ça, moi, c'était ma grande question aussi. Puis si permet, je vais faire juste une petite parenthèse dans ta question. C'est que, puis on a effleuré le sujet tantôt,
Oui, il y a des entreprises qui offrent des services de préparation à la retraite à leurs employés, mais c'est souvent les grandes organisations. Moi, j'ai eu cette chance-là parce que j'ai travaillé pour un centre de services scolaires, puis les syndicats offraient ça. Je ne sais pas si c'est le syndicat ou c'est le gouvernement, mais en tout cas, bref, j'ai eu ça. Mais il y en a plein, j'imagine, qui n'ont pas ce service-là. Fait que c'est le fun de savoir aussi que dans les autres organismes à but non lucratif, parce que c'est pas tout le monde non plus qui ont les moyens nécessairement de se payer des services de préparation. Oui, mais tu sais, j'ai aussi des clients que leurs patrons, des petites entreprises qui vont offrir du coaching à leurs futurs retraités pour les préparer. Ça se voit de plus en plus. C'est bon, ça. Fait que ce qui est bon, Oui. C'est vraiment, on est loin de la majorité des entreprises là, qui offrent ces services-là. Là, donc, on est très loin de ça. Beaucoup les petites entreprises n'offriront pas des séminaires, des choses comme ça un bassin de gens très petit, là, fait qu'ils vont offrir peut-être plus des services peut-être plus personnalisés pour leurs employés, là, si ont le bien-être de l'employé, c'est certain à cœur, là, mais on le voit de plus en plus que des employeurs qui ont le bien-être, malgré qu'ils partent, ils ont quand même leur bien-être à cœur. On le voit de plus en plus. Donc, quand vous accompagnez les gens avec vos clients, est-ce que c'est sur du long terme? Est-ce que c'est quelques périodes de préparation? Vous donnez un peu... Comment ça fonctionne avec vous pour l'accompagnement, le coaching en tant que tel? Ah, OK. Bien, moi, je vais parler des ateliers. Oui. Ah, OK. Bon, chacun, vous avez votre... Les ateliers, pour nous, c'est long terme parce que même si qu'on aille en entreprise ou qu'on fasse un webinaire gratuit en ligne ou... tout ça, nous, on veut créer une communauté aussi. On a commencé à créer une communauté. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas tomber. On est en atelier avec vous. Bien, venez nous voir. On va vous envoyer de l'information. On va vous inviter à nos webinaires. On va continuer à vous envoyer toutes sortes de choses pour parler de tout. Pour alimenter un peu les réflexions. Oui, aussi. Fait que les ateliers, donc, si je comprends bien, ne sont pas offerts uniquement dans le cadre des organisations. Quelqu'un en solo comme moi, par exemple, je pourrais décider de m'inscrire à un atelier. Oui, on a des webinaires. Je pensais que les ateliers ou les webinaires étaient seulement dans le cadre quand vous offrez vos services aux organisations. Non, on fait des webinaires publics aussi. On va les afficher gratuitement. On en fait quelques-uns par année. Puis on dit, gens, venez nous voir, envoyez-nous un message, on veut votre courriel, on veut continuer à vous envoyer, on veut continuer à garder contact avec vous. Alors, on aime garder contact. Et là, je vais laisser Stéphane parler du coaching. Les ateliers qu'on offre aussi en petite organisation, je veux dire, plus les OBNL, on va offrir, on a plusieurs clients, là, qu'eux, ils vont offrir quelques ateliers au courant de l'année pour les gens là, qui sont retraités déjà. Là. Oui, des associations de retraités, par exemple. De retraités, oui. Puis le coaching, c'est sûr que chacun, leurs besoins vont être différents, tout dépendamment de où ce qui arrive. Est-ce qu'ils planifient la retraite? Alors, c'est un cheminement qui va être un peu différent que s'ils sont déjà à la retraite. Alors, mais c'est certain que ça peut prendre quelques séances. C'est sûr que ça ne se fait pas en 1 ou 2 séances. Oui, parce que ça dépend de l'individu, comment il est préparé. Ça dépend aussi de comment... C'est ça. Puis, dans le coaching, on accueille la personne d'où qu'elle arrive. À la période où elle est dans ce cheminement-là. Fait que ça peut être différent pour chacun. Parce qu'elle peut être dans sa lune de miel encore. Ben oui, mais peut-être aussi dans la phase... Peut-être que là, on arrive à la fin de la lune. Je sais qu'est-ce que je vais faire à la fin de la lune. Là, c'est comme, oh my God. L'éclipse, c'est ça. Là, dans l'éclipse. C'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, l'éclipse, c'était il y a quelques jours. C'était il y a quelques jours. Alors là, on est passé, l'autre bord de l'éclipse. C'est ça. C'est ça. Mais chacun, c'est ça. Le coaching, c'est personnalisé. C'est vraiment aux besoins des gens. Puis, dans l'accueil, même que dans les offres qu'on offre gratuitement, moi, j'offre un 30 minutes d'exploration à la première rencontre. C'est gratuit. Je l'offre pour vraiment déterminer les besoins de la personne, les enjeux qu'ils font face. Après ça, on part avec un cheminement de coaching. Oui, c'est ça. Je pense que ça serait indiqué pour tous les gens. On va tous passer par là éventuellement. J'ai une question, mais je l'ai perdue au passage, mais c'est pas grave. Mais peut-être en terminant, il nous reste combien de temps, les amis? Là, il nous reste 5 minutes. Bon, OK. Ça serait quoi on a parlé de différentes choses, d'identité, les phases, la préparation psychologique qui était moins là. On parle plus... Dans le fond, si je comprends... Si je déduis que l'élément peut-être le plus négligé, c'est
la préparation plus psychologique. Est-ce que j'ai tort ou raison? Oui. Puis, l'aspect que les gens mettent plus d'emphase, c'est l'aspect financier. Quand ils pensent à préparation à la retraite, c'est ça. C'est sûr. C'est tout à fait. Ah oui. Fait que, c'est quoi, ça serait quoi, on pourrait dire, quels sont les éléments clés à retenir, là? Qu'est-ce on dit ça, là, c'est important, tel élément est important. Commencez à réfléchir à ça, tranquillement, pas vite. Merci pour la question. Oui. C'est vraiment le fun d'avoir cette question-là. Comme je suis une ancienne prof, dans quel ordre? Il y a un ordre logique. On a un ordre. Je vais en faire deux, t'en fais deux. OK. Numéro 1. Les connexions. Premièrement, c'est ce que les retraités nous disent qui leur manque le plus. Avec les gens? Avec les gens, en connexion avec les gens. On dit qu'on perd 50 de nos contacts quand on va à la retraite. Parce qu'on vit avec les gens au travail. C'est aussi simple que ça, même si c'est en Zoom. Et en plus, il y a une recherche faite par Harvard Medical School. C'est la recherche la plus longue au monde. Elle date de plus de 80 ans. Puis ça continue, cette recherche-là. Ah, oui. Alors, voici ce qu'ils ont trouvé. Tenez-vous bien. Ils ont trouvé que l'isolement tue plus que l'alcoolisme et le tabagisme. Fait que c'est fort. Quand on dit « faites pas ça tout seul », faites pas ça tout seul. On peut perdre de 3 à 5 ans de notre vie quand on est en isolement. Alors, de connexion. Plus, si les personnes sont seules. Ah oui, encore. Quand tu es en couple, mais si tu es seul, là, si tu il y en a vis quand même seul, beaucoup de gens qui vivent seuls, dont moi. Et moi. Oui, non, mais c'est ça. Donc, OK, on garde contact. On garde contact, on va garder. On va aller prendre un verre, on va aller prendre un verre d'eau périmée. Deuxième, santé physique. Alors, se garder toujours actif. On sait que le physique, on sait tout ça, les endorphines, c'est l'hormone du bonheur, justement. Tu parlais du bonheur. Mais aussi, on a été très inspirés, Stéphane et moi, dans nos recherches. On est tombé sur une dame qui s'appelait Edith Murray Traina. Elle est américaine. Cette dame-là, elle a gagné... elle faisait du deadlifting. Je ne suis pas capable d'y penser en français. Je sais pas. Deadlift avec une barre, les grosses avec barres. Oui, OK. L'haltérophilie? Oui, merci. Elle a commencé à l'âge de 91 ans. À faire ce sport-là. Oui. Ah oui. Et elle a vécu jusqu'en 2023. Elle est décédée, je crois, l'année passée ou l'autre avant, en 22. Évidemment, elle a fait le... À quel âge? À quel âge? C'est ça, je pense qu'elle avait 101 ans. 101 ans. Bon, on va se mettre à l'haltérophilie, là. Elle continue. Puis l'inspiration, c'est que c'est pas grave. Quand on commence, là, on n'est jamais trop vieux. Il n'est jamais trop tard. Mais ça, j'aime ça vraiment. Parce que tellement de fois, on se dit... Maintenant, il est trop tard. On peut faire à son rythme aussi. J'imagine qu'elle n'a pas vu des poids de 200 livres tout de suite. Non. Tu vas commencer par c'est vraiment, là, c'est l'inspiration. Oui, tout à fait. Les deux autres. Puis peut-être avant, quand tu disais pour la connexion, là... Ben, c'est pas d'attendre d'être rendu à la retraite pour commencer à établir un réseau, là, tu sais, parce qu'effectivement... Les amis, c'est important, Carole. Oui, je sais. Solidifier les connexions qu'on a que je mets beaucoup aujourd'hui. de temps là-dedans. Oui, mais c'est ça, c'est parce que des fois, les gens ils disent « Ah, non, mais... Puis les gens en couple aussi, qui ont des fois moins tendance à établir. Oui, puis rendu à la retraite, on a moins tendance à aller. Oui, c'est ça. Si tu ne l'as pas fait avant, si tu ne l'as pas fait avant, c'est que là, tu t'isoles un petit peu plus envers ça, tu es moins porté à aller vers les gens. Alors, les deux autres éléments, c'est ça? Oui, c'est la santé psychologique. Alors, de rester, apprendre, continuer à faire des choses cognitives. On a... Retourner aux études? Université du troisième âge? Justement, tu te souviens avec Dr. Fortin quand on a parlé du cerveau? Oui, c'est ça. Oui, c'est très important. Et puis, on a un de nos fans que j'appelle, un jeune homme, là, il doit avoir 95 ans, Lucien, qui était dans une de nos formations. Puis lui, à l'âge de 94 ans, il a décidé d'apprendre une nouvelle langue, mais pas n'importe quelle langue, l'arabe. À 94 ans? Voyons. C'est inspirant. Que c'est inspirant. Il parlait l'anglais. Je ne sais pas s'il parlait d'autres langues. Français-anglais. Français, j'imagine. Peut-être d'autres. Oui, ça, c'est une leçon pour moi qui ai de la difficulté à apprendre une deuxième langue.
Mais c'est sûr que quand on travaille, on élève, ça, c'est toutes les cognitivités. Oui, on le dit, d'apprendre une nouvelle langue, ça diminue les chances ou la malchance d'avoir la démence. Alors, ça diminue ça. Ça, c'était le troisième élément clé. Ça, c'était le troisième. Puis le quatrième, c'est la santé spirituelle. Alors, ça nous met toujours dans un état plus positif, d'avoir une... C'est pas obligé d'être religieux, ça peut être d'avoir une croyance pour soi. D'avoir ce qui est important, ou ça peut être dans la méditation. La méditation, c'est quelque chose que moi, je pratique à tous les jours, que ce soit 5 minutes ou 30 minutes, 45 minutes. Juste le fait de s'arrêter avec l'intention de se connecter à soi. Puis ça, c'est une des choses qui est très importante au travers dans la vie courante. Mais c'est pour ça, quand on disait de commencer à planter des grains, ça, c'est 4 bonnes graines à planter avant la retraite. C'est super. Ben, merci beaucoup. Vraiment, Reine Stéphane, René, t'as baptisé là. C'est vraiment très instructif, puis moi, c'est sûr que ça me parle beaucoup, puisque je l'ai mentionné, que je suis vraiment... Puis je pense que vos services... je pense qu'on aurait besoin. Oui, je suis dans un processus. Parce que moi, je me pose plein de questions. J'en pose, puis je m'en pose. En tout cas, je vais retenir qu'il y a 4 phases. Je retiens de ça, il y a 4 phases, là. Puis il y a 4 éléments clés, en fait. C'est ça, donc les éléments clés, l'aspect connexion, s'entourer, de ne pas rester seul. Le deuxième, ma mémoire physique, s'entretenir la santé physique aussi, de continuer à apprendre et tout l'aspect plus intellectuel, cognitif. Puis le dernier, la spiritualité. Ouais. Bon. Alors, je pense qu'on part déjà avec un beau bagage. Une belle conclusion. Bien, nous espérons que ce balado vous a plu et qui vous permettra d'envisager votre retraite ou préparation à la retraite de façon plus globale, sous tous ses angles. Et en terminant, nous vous invitons à communiquer vos commentaires ou vos suggestions à notre adresse courriel info@desfemmescommevous.ca ou sur notre page Facebook. Oui, Des femmes comme vous. Et comme toujours, merci à notre technicien Martin Dubé, au Radioise Magazine et évidemment à l'équipe de Nous TV. Et pour leur précieuse collaboration pour la diffusion, la conception et la diffusion de nos balados. Puis je prends un temps un peu spécial aujourd'hui pour rappeler aux gens que nos balados, vous pouvez les entendre version audio sur Spotify, Apple Music et la version vidéo sur le magazine, le webzine Les Radieuses Magazine, sous l'onglet balado, sur YouTube également. Et bien évidemment, vous pouvez visionner le balado sur les ondes de Nous TV Estrie. Alors sur ce, on vous dit à la prochaine.